Maïmon, bonjour. Oui, bonjour cher ami, bonjour chers auditeurs, bonjour Merci Tandem. d'être avec nous sur Tandem TV. Alors, certains s'inquiètent des chiffres qui sont sortis dernièrement sur le nombre d'Israéliens qui ont quitté le pays. Est-ce qu'on parle d'une vague? Est-ce qu'on parle d'un phénomène nouveau? On a besoin de vos lumières pour comprendre et analyser ces chiffres. Est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce que c'est vraiment une tendance, ces départs d'Israéliens? Voilà, d'abord il y a des chiffres qui ont augmenté depuis 2022, en 2023 d'abord, puis ensuite 2024, 2025, 2026. On a plus d'Israéliens qu'avant et c'est une courbe qui est montée et qui doit nous inquiéter. Elle doit d'abord nous inquiéter parce que chaque juif qui quitte Israël, on sait que 95 de leurs enfants se marient avec des non-juifs et en général, leurs petits-enfants ne sont pas juifs. Waouh. C'est des chiffres qu'on connaît, c'est des chiffres qui sont validés à peu près partout. On peut avoir des exceptions, hein. Les juifs de Bnei qui vont, s'installer à Strasbourg, il y en a en plus d'une centaine. Ceux-là, ils leurs petits-enfants seront encore juifs, peut-être encore à Strasbourg. Mais d'une manière générale, ceux qui font leur alia sont les gens qui ont un tropisme plutôt juif, qui ont envie de renforcer leur identité juive et qui se sentent très, très juifs et qui ont envie d'être voir plus de cohérence interne, d'être plus alignés avec leurs valeurs. Et ceux qui quittent, en général, c'est les gens pour qui le judaïsme et le sionisme ne sont pas des valeurs très importantes pour eux. C'est simple Alors, comme bonjour. Donc, il y a une vraie différence entre ce qu'on pourrait appeler les laïcs et les religieux. Vous êtes directeur de recherche, je le rappelle, à l'Institut politique de Jérusalem. On a l'impression que le 7 octobre a marqué un tournant. Est-ce que cette impression est vraie ou pas dans la vague de départ? Alors, le mouvement avait commencé en 2022, ça veut dire avec la réforme judiciaire. Donc, si on va reprendre les grands mouvements, le grand mouvement, ce qui se passe, c'est que ceux qui s'en vont, c'est d'une part parce que le coût de la vie est cher et deuxièmement, qu'ils ne voient pas d'horizon à leur vie. Ces gens-là ont l'impression que l'horizon est bouché. Alors, on a plusieurs indicateurs qui nous disent on n'a pas de syndicat des gens qui s'en vont, hein. C'est un peu comme le syndicat des Juifs qui veulent s'assimiler et on n'en a pas, donc c'est toujours un peu compliqué, mais on a quelques chiffres. On a les chiffres des impôts, on a les chiffres des instituts statistiques israéliens qui nous disent que ces gens qui s'en vont sont des gens qui sont laïcs, en général. C'est des gens pour qui, justement, ils ont l'impression que quelque chose est en train de se passer dans ce pays qui n'est pas à leur goût. Alors nous, ce qu'on a fait au JPPI, le centre de recherche pour lequel je travaille, Jewish People Policy Institute, et on fait des sondages en permanence. On a une base de données, un panel comme ça de 10 000 Israéliens, 10 000 Juifs aussi aux États-Unis et on leur demande des questions en permanence qui nous permettent d'avoir énormément de data. C'est beaucoup, hein, quand on a 10 000 Israéliens qui sont représentatifs. On le sait parce que c'est coupé avec les instituts de statistiques israéliens. Donc on demande aux gens: «Est-ce que parmi vos amis proches, vous avez des gens qui ont quitté le pays ou qui envisagent de partir?» Oui, il y a cette notion Incessamment sous d'intention. les intentions et là, on voit qu'il y a quelque chose de particulier. Chez les ultra-orthodoxes et chez les sionistes religieux, personne ne connaît des gens qui partent. Très peu. Et par contre, chez les laïcs, de Tel Aviv notamment, ceux-là, ils en connaissent beaucoup autour d'eux. Donc en fait, c'est comme ça qu'on peut savoir, un peu quand on dit parmi tes 4 meilleurs amis, combien il y en a qui font telle ou telle chose, bah, c'est plus que de dire sur soi-même et c'est plus facile. Les gens vont vous dire, vont donner une information, même si on doit prendre évidemment un coefficient de savoir qu'on est en train d'avoir une intention et c'est un témoignage, c'est pas une valeur statistique. Alors c'est là qu'on s'aperçoit que plus les gens en Israël, il y a une corrélation entre le fait d'être à droite et le fait d'être religieux. Ça veut pas dire que tous les religieux sont à droite et plus on est religieux, plus on est à droite, ni que plus on est à gauche et plus on est laïque. Mais statistiquement, c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc, en général, il y a une adéquation entre le degré de religiosité et le degré de droitisation. C'est comme ça. Donc on a quelque chose qui est presque prédictif et on s'aperçoit que ceux qui s'en vont sont les gens pour qui l'identité juive est moins importante que d'autres valeurs, comme l'accomplissement de soi, comme par exemple le fait alors quel est le grand problème? Et là, je vais mettre directement les pieds dans le plat. En fait, il y a des gens qui se disent: «On a une démographie galopante de la population ultra-orthodoxe en Israël. D'ici 15 ans, 20 ans», ils doublent tous les 15 ans comme chacun sait et ils étaient 3 dans les années 80-90. Ils sont aujourd'hui 13. Ils seront dans 15 ans 26 et tout à coup, si ça continue avec une population qui est en déficit, il reçoit plus d'argent que ce qu'il donne
objectif, en tout cas au niveau rationnel. Alors ces populations-là vont coûter très cher. Il va falloir payer presque 20 à 30 de plus dans nos impôts pour soutenir ces populations, pas parce qu'on leur donne forcément de l'argent personnellement, mais parce que il y a des coûts pour les routes, il y a des coûts pour l'école, il y a des coûts pour les différents ministères, pour la santé et c'est comme ces gens-là nous contribuent très, très peu et ben, comme ces gens-là contribuent très, très peu, finalement ça coûte au budget et on risque de se retrouver un pays du tiers-monde. Voilà, ça c'est le Parce grand que projet. ces familles-là dont on parle, elles font 7, 8 enfants en moyenne, c'est ça? Voilà, il y a une grande population grâce à Dieu et donc ces populations-là qui contribuent moins économiquement au pays, en Économiquement. tout cas d'après ce qui semblerait, parce que si on considère quelque chose de beaucoup plus large, elles contribuent d'abord au niveau de la cohésion sociale, de l'identité du pays, elles contribuent à différentes manières. Mais si on veut regarder simplement objectivement l'économie, 80 des juifs laïcs en Israël considèrent que les ultra-orthodoxes sont des gens qui ne contribuent pas beaucoup au pays. Par contre, chez les ultra-orthodoxes, 80 considèrent qu'eux, ils contribuent plus que les autres au pays, Bien hein. sûr. D'accord? Donc, les gens ont c'est un discours de sourds. On a donc un petit dialogue de sourds entre les 2 parties d'Israël. Bah, on peut aussi considérer, si on regarde d'une métaphysique, que le gaz israélien, par exemple, rapporte plus que la high-tech israélienne et que c'est grâce au gaz israélien, peut-être que c'est justement la bénédiction divine que tout à coup, on a trouvé du gaz, vous comprenez? Donc, est-ce que vous savez comment ça marche? C'est très compliqué l'économie divine. Donc là-dessus, c'est des équations qu'on ne connaît pas bien chez les ingénieurs. Donc c'est des équations avec des inconnus qui sont liés à l'infini et qui nous disent que tout à coup, quelqu'un qui va étudier la Torah, peut-être qui fait que le pays tout à coup va avoir une bénédiction divine et c'est pour ça que celui qui va travailler dans la high-tech va pouvoir vendre sa société high-tech. Donc mais les gens n'utilisent pas forcément les mêmes algorithmes et donc ils ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres, même s'ils sont d'accord sur beaucoup de choses. Donc toujours est-il, ceux qui s'en vont sont souvent des gens laïcs et c'est souvent des gens aussi, et ça c'est nouveau, on a des gens qui sont avec un revenu supérieur à la moyenne. C'est ce que Alors nous dit justement, le Doc, j'allais ministère vous de interroger sur les l'économie. les métiers. Est-ce qu'on a des précisions sur les métiers représentés qui partent? Alors voilà, on a des précisions sur qu'il y a beaucoup de docteurs, de médecins et beaucoup d'ingénieurs. Donc c'est un vrai problème. On sait que dans le monde entier, on manque plus que 1 million de médecins. Donc si vous êtes médecin et que vous voulez aller vivre à Oklahoma, eh ben, vous allez trouver simplement un endroit où vous pouvez gagner 10 fois plus que ce que vous gagnez en Israël. Alors si en plus de ça, donc c'est très facile, c'est des gens qui vont partir, sont des gens qui maîtrisent l'anglais en général, maîtrisent d'autres langues étrangères, qui ont des diplômes, qui vont eux, peuvent pouvoir partir parce que pour partir, il faut quand même avoir des compétences qui sont Et capables plutôt d'être jeunes? alors maintenant ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on avait ça, on l'avait pas avant, c'est entre les gens de 40 et 50 ans. Tout à coup, on a une nouvelle population de gens qui disent: nos enfants ont relativement grandi et nous, on ne voit pas nos enfants et nos petits-enfants grandir ici, puisqu'on a dit: "On va devenir si on devient un pays orthodoxe, ultra-orthodoxe", il y a un livre qui est sorti qui s'appelle «Kesher Haredim Yhiu Rov», quand les ultra-orthodoxes seront la majorité dans ce pays. Majoritaires. Et là, c'est le calvaire de beaucoup d'Israéliens laïcs qui se disent: «Ces gens-là seront la majorité. Si on veut rester un pays démocratique, qu'on leur laisse le pouvoir, et ben, ils vont nous transformer ce pays en une théocratie, un pays où tout à coup, le pouvoir sera aux mains des rabbins et donc ça sera un pays absolument invivable pour nous et plus ça va aller et ben, on va voir, c'est des gens qui nous prennent comme un boulet et ce boulet-là et ben, nous, on n'a pas envie de vivre ici. Le projet sur lequel on s'est associé, qu'on a voulu rentrer dans ce pays du revenir sur notre terre, devenir un peuple souverain, n'était pas pour qu'on devienne un pays du tiers-monde et si on devient un pays du tiers-monde économiquement, on ne pourra pas être un pays du 1er monde pour la guerre économique et pour la guerre militaire et donc on se retrouve avec une population où on voit que le projet sioniste a l'air de faner et là, on s'en sortira pas. Donc ça, c'est la logique qu'on peut critiquer de pas mal de gens qui se disent: «De toute façon, le pays va de mal en pis, on va devoir partir». Voilà, on commence pour tout de suite en mettant les pieds dans le plat. Il y a des gens qui se disent: «Le pays est fini, que le dernier éteigne la lumière. Moi, de toute façon, je sauve ma peau, je sauve mes enfants et je vais m'installer là-bas dans l'Oklahoma ou en Irlande ou alors je vais m'installer dans le nord de l'Italie. C'est tellement beau là-bas, c'est tellement merveilleux et je vais vivre le paradis en Suisse ou en Italie ou en Irlande ou alors en Afrique du Sud». Alors évidemment, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de cette vague de départ? Alors, pour l'instant, d'abord, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir sur quel est le profil des gens qui s'en vont.
Alors le profil des gens qui s'en vont, d'abord, on en a parlé une fois ici un tout petit peu, c'est que, d'abord plus de 50, 49 plus précisément, sont des gens qui ne sont pas nés en Israël, qui sont des immigrants souvent récents, qui sont souvent des pays qui venaient des pays post-soviétiques, même s'ils OK. contribuent au pays et pour qui l'identité était un le venir en Israël était un peu une opportunité. Alors quand tout à coup ils ont pris des Scuds et des missiles sur la tête, surtout les gens qui sont arrivés d'Ukraine depuis 2022, depuis l'invasion russe en février 2022, et ben, ces gens-là sont partis. Donc beaucoup de gens parmi là et on a 39 des gens qui partent et 50 en tout, si on regarde, ça dépend, si on compte les arabes aussi, qui sont des gens qui ne sont pas juifs d'après la halakha. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être un grand-père juif ou un grand-père par du conjoint qui est juif. Ça leur suffit pour entrer dans le cadre de la loi du retour. Ces gens-là sont venus d'Ukraine parce qu'ils fuyaient la guerre et ils sont arrivés ici et finalement ils s'en vont. Donc ça, c'est une grande partie, il y a au moins 50 qui ne sont pas juifs, enfin pas juifs d'après la halakha en tout cas, qui ne sentent pas sentir, ils se sentent pas suffisamment, attachés à ce pays et ça veut dire aussi que les 50 autres qui restent dans ce pays, eux, par contre, même s'ils sont d'après pas la halakha, et parmi les 600 000 700 000 personnes qui ne sont pas d'après la halakha juive, eux qui s'engagent dans les unités d'élite, qui s'engagent dans la high-tech et qui ont été le plus grand miracle d'Israël, c'est d'arrivée Oui, c'est des juifs soviétiques, hein. C'est un miracle incroyable. Qui aurait cru? Si le miracle déjà l'Aliyah est un miracle, c'est écrit d'ailleurs dans la prière tous les jours, on le dit 3 fois par jour, Nes Kibbutz Galuyotenu, le miracle du rassemblement des des exilés. En fait, ça veut dire lever l'étendard des exilés, mais le mot «nes» veut dire à la fois l'étendard et veut dire aussi le miracle et en le vérité, c'est un miracle. miracle qu'un peuple puisse revenir sur sa terre après 2000 ans et créer ici un pays démocratique qui réussit socialement et qui est pas devenu une comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde, tous ces pays qui ont pris leur indépendance, ils sont devenus finalement des systèmes totalitaires. Donc on est resté un système à la fois démocratique, qui réussit socialement, qui réussit économiquement. Alors il y a des gens qui, en tout cas, qui s'en vont parce qu'ils ne se sentent pas vraiment à l'aise. Ils ont l'impression que leur avenir est bouché. Donc c'est pas seulement au niveau du coût de la vie, c'est essentiel. Et si on veut changer quelque chose pour éviter, autant éviter le départ des Israéliens qui quittent que éviter et augmenter le nombre de Olim, d'immigrants qui vont Qui arriver viennent. des pays développés comme ceux de France, d'Angleterre, des États-Unis, d'Afrique du Sud et cetera. Là, il va falloir diminuer le coût de la vie, diminuer le coût de logement. Tout ça, c'est possible, c'est des décisions politiques. Des Ouais, c'est décisions très po donc une intéressant fois parce que autant sur la question de la sécurité, c'est quelque chose que le gouvernement peut avoir du mal à mettre en place, autant le coût de la vie, il a la main et quand on sait que c'est le premier frein pour les Olim pour venir et que c'est la première raison de départ des Israéliens, on se dit qu'il y a une vraie question et un vrai enjeu qui peut-être là va enfin arriver dans les élections prochainement sur cette difficulté et ce coût de la vie en Israël. voilà, on voit pas beaucoup de gens qui en parlent. Bennett Pas en parle de encore. temps en temps. Les autres en parlent pas beaucoup. Bon, ils doivent avoir leur propre sondage ou alors ils pensent que ça va pas changer. C'est dommage parce que on a besoin d'une nouvelle équipe qui justement ne sera plus qui va casser ces oligopoles, qui va casser ces monopoles, qui va ouvrir le marché et diminuer le coût de la vie et c'est totalement possible. Construire énormément, construire il suffit de construire pour diminuer le prix du logement et ben, il faut construire plus d'appartements. C'est une question d'offre et de demande. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pas très compliquées à faire. C'est plus de 60 du coût d'un appartement, c'est des taxes, de l'État. Donc en vérité, c'est juste une question politique. On veut réussir à diminuer le coût de la vie et là, on aura beaucoup de personnes qui vont rester dans ce pays et beaucoup de gens qui rêvent de venir et qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui et ça, c'est pour ça, il faut changer de gouvernement parce que pour l'instant, le gouvernement, en tout cas depuis ces 15 dernières années, il n'a pas pris de mesures, à part, la petite période où Bennett était au pouvoir, pour essayer de casser ce genre de choses et là, il faut que ce soit une nouvelle équipe qui change. Je ne suis pas que je sois contre monsieur Benjamin Netanyahou qui est pour l'instant, on ne voit pas tellement qui peut le remplacer je vais vous dire d'une manière très simple puisque cette question revient souvent sur la politique. Je n'ai pas d'avis sur la politique, je m'occupe que de Aliyah et des Juifs qui peuvent venir en Israël et qui doivent sauver leur peau s'ils ils sont dans un pays en danger et la France et en Belgique, malheureusement, elles sont des pays où il pourrait y avoir des risques de pogrom. Donc c'est pour ça que j'en parle. Mais par contre, monsieur Netanyahou n'a jamais fait grand-chose pour les Olim. Il n'a jamais mis en place comme ce qu'il a fait pour les Éthiopiens ou pour les Russes. Il n'a pas fait pour les Français des choses pour les accueillir, pour les aider à arriver en Israël. Il n'y a jamais eu un plan très courageux pour cela. Et c'est seulement Bennett qui a fait quelque chose. Mais par contre, si on regarde, est-ce que
qu'est-ce qui va se passer? Et qui est la chose qu'on peut dire pour Netanyahou et qui est importante à savoir, c'est que par rapport aux autres candidats que nous avons actuellement, je veux dire Eisenkot, Lapid et Bennett notamment, et Gantz, bah, lui, c'est le seul qui a résisté à la pression américaine. Oh, il va y avoir des pressions américaines. Sur ce qui est le plan de Gaza de Donald Trump aujourd'hui, bah, il faut avoir le courage de s'opposer à la puissance américaine, puissance Donald Trump ou demain quelqu'un d'autre. Et ça, le seul qui a fait des preuves, qui a des preuves, qui a fait contre Obama, qui a fait contre Biden, qui l'a fait contre Trump, c'est Netanyahou. Donc si on a quelque chose où on a quelqu'un qui a déjà une parce qu'il a été en situation et qu'il a prouvé cette capacité, c'est Netanyahou. Pour le reste, je dis clairement, Netanyahou n'a pratiquement rien fait pour les Olim. N'a pas fait de plan courageux. Il aurait pu faire des plans où il aurait donné des choses qui pourraient ouvrir les portes aux Olim, notamment aux Olim de France. Et la raison pour laquelle il ne fait pas grand-chose pour les Olim de France, alors qu'il y en a autant que les Éthiopiens, et qu'il a eu des ministres éthiopiens, et il y a toujours au moins un ou deux membres de la Knesset qui sont éthiopiens, c'est que les Français, malheureusement, sont des fanatiques de Netanyahou. Ils sont des groupies de Netanyahou, Ouais, une c'est fonction une narcissique par communauté. rapport à eux. Et comme il les a de toute façon dans sa poche, c'est comme ça que ça marche la politique. Quand on a des gens qui de toute façon vont voter pour vous, alors vous n'allez pas faire d'efforts pour eux et vous allez mettre vos pesetas sur d'autres populations. Et Un dernier mot avant qu'on se quitte, on en parlait avant, c'est, la situation des Israéliens qui sont à l'étranger. À titre personnel, je suis convaincu qu'il y aura énormément de retours parce qu'ils vont découvrir 3 choses qui n'existent pas ou très peu en Israël, qui sont l'antisémitisme, l'insécurité le soir et le mot solidarité. Et ces 3 piliers qui en découvrir les inconvénients à l'étranger, je pense notamment à ces milliers de juifs qui sont partis depuis 3 ans au Canada, alors qu'il y a une explosion de violence et d'antisémitisme et que l'année dernière, on a recensé 6 800 actes antisémites au Canada. tout à fait. Donc, Jérôme, vous avez tout à fait raison de rappeler tout ça, parce que les gens savent quand on quitte quelque chose, on a l'impression que le gazon en face est beaucoup plus vert, comme votre écran. Mais en fait, quand on arrive là-bas, on s'aperçoit qu'en Israël, on est peut-être un petit peuple, mais on est une grande famille, que les femmes peuvent sortir à 2 heures du matin avec leur bébé dans une poussette sans avoir vraiment peur, en tout cas dans 99 des endroits d'Israël. On sait qu'on a ici une qualité de la vie, on a une socialité. Les gens partent aux États-Unis, au bout de 10 ans, ils finissent par comprendre qu'en fait, ils sont seuls, ils n'ont pas d'amis qui, sont pas des vrais amis, alors qu'en Israël, on a une relation un peu comme chez les Français, extrêmement fusionnelle, très proche. Les gens vous racontent tout ce qu'ils ont. On peut être complètement soi-même. Donc les gens ne se rendent pas compte au début. Ils ont l'impression que, ben ouais, c'est vrai, on vit mieux. On oublie notre judaïsme, on met notre judaïsme de côté. On va vivre une vie qui sera déjudaïsée. Mais bon, le plus important, c'est que mes enfants soient dans de bonnes conditions, une coût de la vie un peu moins cher. On l'a vu pour les Juifs qui sont partis à Berlin. L'immense majorité, on a très, très peu de Juifs qui sont restés longtemps en Allemagne aujourd'hui. L'immense majorité revient et face à l'antisémitisme qui a Ouais. pas l'air on est au début seulement de la phase, la vague d'antisémitisme qui s'annonce, et ben, il est très possible que ces gens-là vont finir par rentrer ou alors ceux qui vont rester, c'est ceux pour lesquels le judaïsme était si peu important, qui vont être prêts à cacher leur À identité. On l'abandonner. voit déjà les Israéliens à l'étranger sont obligés de parler en anglais entre eux, de cacher le fait qu'ils sont juifs. Ils vivent une vie où ils sont obligés de cacher, ne pas dire qui ils sont. Enfin, une vie comme un juif de diaspora qui est obligé de cacher et de maraniser. Est-ce qu'on a envie vraiment de vivre ce genre de choses? En tout cas, pour les gens qui, comme nous, sont nés à l'étranger et qui ont vécu cette vie-là ailleurs, quand on vient en Israël, on sait quel est l'avantage et Bien la sûr. chance qu'on a. On perd tellement moins d'énergie à gaspiller, à faire et peut faire notre coming out. On peut être soi-même, que ce soit nos identités religieuses ou sexuelles ou minoritaires d'une autre manière. On peut être soi-même et que ça coûtera ce que ça coûtera, mais au moins on reste debout, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin d'éviter de parler de tel sujet, de pas avoir des gens qui tout à coup le 8 octobre ne pouvaient plus parler avec leurs voisins et qu'ils ne peuvent pas dire qu'est-ce qu'on est d'accord de ce qui se passe en Israël et qu'on pense qu'Israël est dans la justice et fait ce qui est le bien dans le monde et combat les ennemis du monde. Bon, et le prix est tellement cher que, on va voir ce qui va se passer. Toujours est-il qu'on a des gens qui partent. Je vais donner un dernier chiffre pour ceux qui connaissent pas. C'est le chiffre que m'avait donné, Ophir Sofer, le ministre de l'Alia, que je dois voir demain matin d'ailleurs, et qui disait: «On a fait venir 300 médecins avec un nouveau programme israélien». Il y en a 150 médecins israéliens de cette dernière année et 150 médecins israéliens qui sont partis.
Donc c'est énorme, 150 Israéliens qui ont appris, c'est vrai qu'il y a une partie beaucoup d'Arabes parmi eux, mais qui sont appris Ouais, leurs études en Israël et qui finalement quittent le pays. Alors on se dit: «Est-ce qu'on ne ferait pas faire des efforts pour retenir ceux qui ont fini leurs études?» Eh ben, on ne peut pas toujours retenir les gens. Ceux qui partent, c'est ceux qui pensent que finalement ils préfèrent partir aux États-Unis. Et puis dernière chose dont je voudrais, pas éviter que tout le monde comprenne, le CBS, le centre, le LAMAS, le Lishka Merkazit des statistiques a changé sa formule pour compter combien il y a de personnes qui partent. Avant, c'était 9 mois et en 2025, il a changé à 3 mois. Alors évidemment, partir pour 3 mois, c'est pas pareil que partir pour 9 mois bien sûr. et donc ils ont augmenté leurs chiffres. Ça dépo peut-être que c'est des intentions politiques, peut-être que c'est des intentions simplement, ben, ils l'ont changé, ils en ont pas beaucoup parlé. Toujours est-il, ça fait des choux gras de toutes sortes de gens qui ont envie de dire que le pays ne fonctionne plus, que Netanyahou n'a pas réussi face au Hamas, Netanyahou n'a pas réussi face au Hezbollah, n'a pas réussi face à l'Iran, s'entend mal avec monsieur Donald Trump, s'entend mal avec monsieur Emmanuel Macron. Tout est pourri dans ce pays, il faut changer le gouvernement, on est en pleine période électorale. Donc c'est des chiffres extrêmement délicats, extrêmement politiques. Bien sûr. Ce qu'on sait nous, c'est que on a peut avoir 25 000 personnes qui partent d'Israël, et ben, c'est pas très grave. On a 200 000 naissances grâce à Dieu et ça va probablement encore augmenter. On s'attend à une vague de plusieurs centaines de milliers de Juifs qui vont arriver de diaspora prochaines années. La même chose qu'on a eu, c'était en 1974, l'année juste après la guerre de Kippour. Là, il y a eu la plus grande vague de Yérida, c'est-à-dire de gens qui ont quitté le pays, c'était en 1974. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on interroge ces gens-là, ils regrettent leurs décisions. Ils voient leurs enfants qui ne sont plus juifs, ils voient qu'ils n'ont pas forcément réussi si bien économiquement. C'est rien que l'immobilier, finalement, ils auraient acheté 10 appartements à leur époque, Ouais, plutôt qu'aller habiter à New c'est York ou sûr. à Paris. Et ben, finalement, ils auraient été beaucoup plus riches aujourd'hui en Israël. Enfin bon, donc voilà, le fait de partir, quitter ce pays qui est un pays en pleine croissance, et alors que c'est pas forcément une très bonne idée, mais quelque part, et plus qu'on est aujourd'hui, Guimel Elul, l'anniversaire des 91e année du départ du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, on va dire une phrase du Rav Kook qui est très difficile, je la dis d'une manière avec, difficulté, mais c'est pas moi qui l'a dit, c'était déjà dans le Talmud. La terre d'Israël, il dit: faut pas être trop sectoriel, ne pas être très sélectif quand les gens veulent venir en Israël. Parce que la terre d'Israël elle-même, elle fait son propre tri. La terre d'Israël accepte les gens qui lui correspondent, ce qu'elle aime, elle lui montre leur beau visage. Un peu comme une femme qui voit un bel homme, elle lui dit, et l'homme qui n'est et quand une femme ne veut pas voir un bel homme, dans le rencontre pour la première fois, elle fait semblant d'être un peu débile et l'homme lui dit: «Mais c'est qui cette femme? Comment vous avez osé la présenter?» Donc la terre d'Israël elle-même fait son propre choix. Ceux qui restent sont ceux qui ont le plus à envie d'elle, ceux qui ont envie d'habiter dans ce peuple, qui ont envie de se rejoindre leur peuple, leur terre, leur langue et réussir dans ce pays, et ceux qui s'en vont sont parfois des gens qui mais il y a aussi beaucoup de statistiques et c'est des accidents statistiques où ils ont pas eu de chance, ils ont pas trouvé de travail, et ceux qui ont quand même statistiquement, si on enlève l'anecdotique, statistiquement, ceux qui sont restés sont souvent les gens qui avaient le plus de volonté, beaucoup de chance aussi, beaucoup de bénédictions et qui sont connectés, qui ont trouvé les forces en eux-mêmes et ailleurs à sourire à ce pays et ce pays leur a souri. Donc c'est un pays qui sourit à ses habitants et qui maudit les habitants qu'elle ne veut pas. Alors celui qui veut ici, qui vient en Israël, il sera béni et on se bénira et on sera tous bénis par la terre d'Israël qui est en fait, évidemment, la bénédiction divine qui s'incarne sur un bout de territoire. Voilà. J'invite les gens à Merci beaucoup rejoindre ce Dov, grand merci projet. pour ces mots de conclusion et pour votre analyse, sur cette situation. À très bientôt avec nous sur Tandem TV1.